Bonsoir mesdames et messieurs, chers collègues, enfin surtout les messieurs, j'ai l'impression d'être un peu la seule de mon espèce tout de suite, mais bon, ça va s'améliorer, je l'espère. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir, Monsieur Delevoye, donc président du Conseil économique, social et environnemental, en compagnie de messieurs Alain Delmas et Alain Ternoir, donc rapporteur au nom de la section des affaires européennes du Conseil économique, social et environnemental sur la coopération franco-allemande. Donc, pour que nous ayons une discussion intéressante, Monsieur le Président, d'abord, bien sûr, je vous remercie d'avoir accepté de venir travailler avec nous, la Commission des affaires européennes, pour parler justement de l'engagement européen du Conseil économique, social et environnemental. Il me semble que nous avons beaucoup de travail à faire ensemble et que si nous pouvons développer les liens entre notre commission de l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social environnemental, sur les questions européennes, nous aurons les uns et les autres plus non seulement de lisibilité, mais de complémentarité sur ce que nous avons à faire. Le débat sur les enjeux de l'Europe, en ce moment, il est particulièrement vif, puisque, comme vous le savez sans doute, demain après-midi, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, nous allons avoir un débat sur, vous voyez, ça fait arriver les collègues, c'est miraculeux, hein. Dès qu'on commence, ça fait arriver. Ce débat que nous aurons demain, c'est effectivement est sur le retour du Conseil européen qui a eu lieu les 7 et 8 février dernier, avec les choix qui ont été faits à ce moment-là, et, j'allais dire, la bronca du Parlement européen. Ce qui est quand même, maintenant qu'il est en codécision, une information qui a son importance. Dans le contexte actuel, que les forces vives, qu'elles soient du côté du politique comme nous ou du côté de l'économique, social et de l'environnemental comme vous, ne peuvent que, s'ils travaillent ensemble, donner de la pertinence, me semble-t-il, à l'analyse. Alors nous sommes effectivement à un moment essentiel de l'histoire européenne. Parce que plus la crise s'aggrave, plus nous avons l'impression qu'il faudrait une Europe solidaire, plus intégrée, plus démocratique. Et plus, dans le même temps, le concept, si je puis dire, de l'austérité comme seul critère de la construction ou de la continuité de l'Union européenne, me semble-t-il, continue à être à l'œuvre du côté des exécutifs. Au moment même, d'ailleurs, où le G20, à ma connaissance, a dit que l'austérité, toute l'austérité, rien que l'austérité, c'était quand même extrêmement dangereux pour l'économie mondiale. Donc, que pensez-vous, et puis je vais commencer à vous poser 2 ou 3 questions, que pensez-vous du coup du scepticisme que les populations européennes développent sans arrêt en se disant que l'Europe, elle n'est plus ni protectrice, ni fondatrice de démocratie quelque part. Et donc, on voit bien que sommet après sommet, si les gouvernements sauvent un certain nombre de choses, ce qui par contre diminue sans arrêt, c'est la confiance que les citoyens ont dans cette Union européenne qui leur paraît plus qu'une mécanique. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe ces jours-ci, entre autres en Grèce, dont on sait bien que c'est un des plus fragiles des États de l'Union européenne à l'heure actuelle. Mais quand on apprend qu'il y a qu'un jeune diplômé en Grèce, un ingénieur, on lui propose une embauche à 450 € pour 47 heures par semaine de travail, comment voulons-nous que la jeunesse grecque ou française d'ailleurs croit en l'Union européenne? Lorsqu'on dérembourse dans la même Grèce les médicaments pour les malades du sida, qu'est-ce qu'on dit aux populations? Et du coup, comment faisons-nous le lit du populisme dans ce qu'il a parfois de pire? Et il me semble que Obdoré, de ce point de vue-là, est malheureusement un des pires exemples. Donc, pour ne pas être plus longue, je vais vous poser quelques questions pour commencer le débat. Et puis, vous savez bien, une fois que vous aurez vous aussi fait un petit peu le paysage, nos collègues se feront un plaisir de vous en poser bien d'autres, des questions. Donc, première question, je l'ai déjà un petit peu abordée, les perspectives financières pluriannuelles, période 2014-2020, et c'est ce qui va être le sujet de demain, 2014-2020, alors qu'il va y avoir des élections européennes au milieu de cela, et que les réformes politiques qui sont liées à l'Union européenne sont quand même beaucoup en question. La politique agricole commune, la politique de cohésion, la pêche, la recherche, officiellement ont été sauvées, mais qu'en pensez-vous, vous, et quelle est votre analyse?
Le débat plus général sur la maîtrise des déficits et de l'endettement et la nécessité de retrouver un changement, une modification du côté de la croissance et de l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une cohérence à l'heure actuelle? La semaine prochaine, nous allons d'ailleurs entendre nos rapporteurs sur ce sujet-là, Christophe Caresche et Michel Arbillon, qui, sur les orientations stratégiques de la politique économique, vont nous donner les points de vue et ça nous permettra de préparer le Conseil européen de mars. Donc, quel est aussi votre point de vue par rapport à ce Conseil européen de mars? La stratégie Union européenne 2020 et la manière dont les budgets nationaux doivent concourir à ces priorités, que ce soit la lutte contre le changement climatique, le soutien à la recherche, la lutte contre la pauvreté, l'élévation du niveau de l'éducation, est-ce que le Conseil économique et social et environnemental a des propositions différentes ou complémentaires de ce qu'on entend à l'heure actuelle au niveau de l'Union européenne? Enfin, l'année 2013 a été déclarée année de la citoyenneté européenne. Est-ce que votre organisme envisage de participer activement à cette démarche et plus largement, comment entend-il participer au débat sur l'Europe avec les priorités effectivement démocratiques pour l'Union européenne? La commission franco-allemande, je pense qu'Alain Ternoir va nous en parler. Et donc, sur l'approfondissement indispensable de la démocratie européenne, dans le contexte actuel, quelles seraient vos propositions et puis quels sont vos contacts au niveau européen pour que nos concitoyens, ailleurs, partenaires économiques, sociaux et environnementaux, puissent relayer ce travail-là? Voilà les quelques questions que je voulais vous poser. Je crois qu'ensuite, nous en aurons bien d'autres. Et merci encore d'être présents. Nous aurons plaisir à vous écouter. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Peut-être très rapidement, parce que je crois qu'il faut que nous arrêtions à 18 heures. Le Conseil économique, social et environnemental s'est orienté dans 3 stratégies. Une force de proposition, un lieu de dialogue. Le président de la République qui a ouvert la conférence sociale. On veut aussi être l'assemblée du temps long, c'est-à-dire comment essayer d'anticiper les stratégies à moyen terme. Je crois que c'est peut-être un des sujets d'ailleurs sur lequel nous pourrions aussi avoir une collaboration tout à fait fructueuse. Si je prends un seul exemple sur la problématique de l'énergie, par exemple, chacun sait qu'aujourd'hui, la géopolitique mondiale est en train de changer. Je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre le gaz de schiste, mais on voit que les Américains, avec cette énergie chère, sont en train de remettre en route une industrie chimique avec des crackers d'1 million de tonnes. Les Moyen-Orient est en train de faire la même chose. Le cracker le plus important en Europe est de 450 000 tonnes. Si nous ne nous posons pas la question de la relation entre la croissance et l'énergie en Europe, il n'y a plus d'industrie chimique dans 15 ans en Europe. Et donc, le vrai débat sur lequel on est aujourd'hui orienté sur le CESE, c'est comment traiter l'urgence. Le site d'Aulnay est une urgence sociale et une douleur sociale particulièrement préoccupante, mais l'avenir de la filière automobile française dans un cadre européen est un enjeu de moyen terme totalement déterminant. Donc, c'est-à-dire comment essayer de nous approprier des débats de moyen terme qui peuvent complètement conditionner la problématique de l'avenir quand on sait que dans 2050, la Chine va peser 1/3 de la croissance mondiale et que l'Europe va au contraire diminuer par 2. Nous avons là un phénomène d'ajustement sur lequel nous devons absolument anticiper les choses avec en plus l'analyse qui est la nôtre, on ne peut pas la partager. C'est que, pour être tout à fait prudent, je n'ai jamais cru au taux de croissance affiché par les différents gouvernements, quels qu'ils soient. C'était plus des réponses pour bouger les budgets. Je pense que nous sommes rentrés durablement dans un taux de croissance faible en Europe. Et qu'à partir de ce moment-là, l'on voit bien que ça repose la totalité de nos systèmes de financement de retraite et de santé, la problématique de la création d'emplois et la notion d'une inversion culturelle qui fait que quand on a un taux de croissance à 4 points, on double son pouvoir d'achat en 20 ans. Quand on a un taux de croissance à 1 point, on le double en 20 ans. C'est-à-dire en 70 ans. Ça veut dire qu'on ne pourra plus être propriétaire, on sera locataire. Donc il y a des mécaniques qui sont en train de se mettre en place et 3 sujets politiques extrêmement difficiles au sein de l'Europe qui sont relativement peu abordés, dans le monde entier d'ailleurs. Un, c'est la problématique de la démographie. Et l'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les jeunes Espagnols, donc un espoir, c'est de partir dans les pays hispanophones d'Amérique du Sud, que les jeunes Grecs regardent du côté de la Grèce. La seconde, et la démographie, c'est le risque générationnel, qui se traduit d'ailleurs aussi dans les votes. Nous avons été très frappés de voir que, par exemple, l'adhésion des Grecs au traité a été applaudie sur tous les bancs politiques français. Quand on regarde très clairement la décomposition du vote, ce sont les plus de 55 ans qui ont voté pour l'Europe, les moins de 55 ans ont voté contre l'Europe. C'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui apparemment une jeunesse qui est en train de voter contre un projet européen qui devrait pourtant lui apporter une espérance, alors que celles et ceux qui ont plus de 55 ans, alors est-ce que c'est une frontière entre le patrimoine et ceux qui ne l'ont pas? En tout cas, là, il y a une analyse politique tout à fait intéressante à tirer. Le second sujet,
qui est typiquement là mondiale, mais qui a aussi un impact européen, c'est la localisation des lieux de ressources, des lieux de production, des lieux de commercialisation, des lieux de valorisation, avec une formidable accélération par l'économie, par le numérique. C'est-à-dire que quand Google a des clients en France et des impôts en Irlande, ça pose un vrai problème. Quand le taux de TVA au Luxembourg est top secret et qu'il capte Apple et compagnie, on a un vrai problème d'attractivité des territoires et de choc des territoires. Premier débat, démographie, choc des générations. Deuxième débat, choc des territoires. Troisième sujet, qui est peut-être le sujet politique le plus compliqué, et à laquelle le Conseil économique, je crois, peut apporter une contribution. En tout cas, nous en avons fait part au gouvernement et ça a été voté à l'unanimité des groupes du CESE. C'est la population européenne va avoir besoin de 50 000, la population active va avoir besoin de 50 millions de populations étrangères pour équilibrer sa population active d'ici 2050. Et la problématique de l'intégration, de l'altérité, de la diversité, est un sujet politiquement majeur qu'aucun pays en Europe n'est capable d'aborder de façon apaisée. Ça a été le problème de Mme Merkel avec le maire de Berlin, ça a été le problème de M. Cameron avec le communautarisme, c'est le problème en France avec la problématique de l'identité. C'est en tout cas un des sujets numéro un. Sur la stratégie internationale du Conseil, nous avons très clairement arrêté 3 stratégies, la dimension européenne, la dimension francophone et la dimension méditerranée. Sur la problématique, nous avons créé une commission aux affaires européennes qui est présidée par M. Yves Verrier, mais qui est absent puisqu'il est membre de l'Organisation internationale du travail avec laquelle nous sommes en train de nouer des contacts tout à fait importants entre M. de Robien et M. Guy Ryder, qui va d'ailleurs venir au Conseil. Et nous avons une collaboration très forte avec le Conseil économique social européen qui aura pour président, là, dans quelques mois, M. Henri Malos, qui est un Français, et avec laquelle nous avons décidé de nouer des contacts extrêmement très étroits. Nous avons, sous la présidence irlandaise, fait une réunion avec l'ensemble des conseils économiques sociaux européens sur la problématique du chômage des jeunes et évidemment de la circulation infra-européenne. Nous sommes extrêmement déterminés à la veille de l'année 2014, où personne ne parle des échéances européennes et où nous risquons d'avoir des expressions démocratiques extrêmement anti-européennes, si nous n'y prenons pas garde. Puisque, alors, je pense, voilà, ce que je voulais dire, c'était plutôt ça. Et je crois que là, nous avons une formidable responsabilité devant nous. L'Europe apparaît aujourd'hui plus comme une contrainte que comme une espérance. Plus comme un facteur d'incertitude qu'un facteur de certitude. Et nous devons être attentifs à ce que, pour la première fois, le regard que nous avons porté, le budget européen a été exécuté en déficit. Il manquait 9 milliards, on en a mis 6, et c'est la première fois qu'il y a un budget exécuté en déficit, il manquait 3 milliards. Deuxième élément, dans les contraintes budgétaires qui ont été imposées par les États, l'analyse que nous en avons, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun soutien aux dépenses d'avenir. Ni sur l'énergie, ni sur l'immigration, ni sur la sécurité, ni sur la politique étrangère. Difficile d'imaginer parce qu'on est tous focalisés aujourd'hui sur un discours comptable. Or, le budget, c'est un soutien d'une politique. Or, ce qui fait rêver, c'est le projet politique, ce n'est pas le comptable. Et donc, à un moment donné, même si on est en restriction, même si on est en difficulté, on peut aborder les choses avec un problème de franchise. Mais si derrière, c'est payer des factures et avoir une contrainte et pas d'espérance, j'attire votre attention sur un phénomène, pardonnez-moi, peut-être sociologique. J'ai souvent utilisé cette formule. Les sociétés fonctionnent sur 3 sentiments, les espérances, les peurs et les humiliations. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espérance collective. L'espérance communiste a disparu, l'espérance libérale a disparu, l'espérance religieuse est en train de se fragiliser. Et pardonnez-moi, mesdames et messieurs, parce que j'ai beaucoup de respect pour les politiques et mon obsession, c'est de restaurer le politique. Mais le discrédit actuellement du politique fait que les espérances politiques apparaissent plus comme des stratégies de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet de société. Quand il n'y a plus d'espérance de cette nature, on ouvre la porte à la peur ou à l'humiliation. Or, actuellement, la révolution tunisienne s'est faite par la révolte d'un peuple humilié par Mme Ben Ali. Actuellement, nous ne mesurons pas l'humiliation imposée aux Grecs, l'humiliation imposée aux Espagnols, l'humiliation imposée à un certain nombre de nos concitoyens qui se sentent brutalement devenir inutiles avec aucun problème d'espérance dans un sujet de société. Et là, nous sommes en train de nourrir des forces qui peuvent se retourner contre le système. Et nous n'y prenons pas garde. Et donc je crois qu'il y a une formidable capacité d'espérance collective au travers de l'Europe, à condition qu'on puisse se poser peut-être les bonnes questions, et en tout cas avant l'année 2014.
Est-ce qu'il faut accepter la proposition du président de dire qu'il faut un budget pour la zone euro? Moi, j'y suis plutôt assez favorable, avec un développement des solidarités et peut-être un peu de perte de souveraineté, mais et en développant le marché intérieur, avec aussi un débat pour modifier la culture. Le marché intérieur est uniquement la mise en concurrence infranationale. Il y a peut-être intérêt à mettre en place des politiques communes. Comment se fait-il que dans une économie mondiale qui a besoin de régulation, nous ayons à ce point fait disparaître la totalité de nos champions mondiaux? C'est un sujet sur lequel nous devrions réfléchir avec des politiques communes sur l'énergie, sur l'aliment. C'est un sujet absolument majeur. Je ne voudrais pas trop allonger mon propos parce que je voudrais vous dire à quel point nous avons aussi besoin de montrer que dans ce formidable équilibre ou rééquilibrage du monde, si vous prenez la totalité des fondamentaux de l'Europe dans un rêve qui dépasse les frontières, nous nous apercevons que nous avons plus d'industrie que les États-Unis, plus d'emplois que les États-Unis, moins de dettes que les États-Unis. Nous sommes en meilleure santé avec une puissance supérieure. Et donc, ce bloc européen peut être un facteur de stabilité dans un monde qui va devenir extraordinairement instable. Personne ne sait comment la régulation financière à l'intérieur de la Chine va se régler. Personne n'a oublié que le dernier plan de croissance de la Chine, ça a été « je n'arrive plus à me tirer sur les exportations, mon marché intérieur est faible parce que les salaires sont faibles, j'ouvre les vannes de mon appareil financier pour financer toutes les infrastructures ». Certaines provinces chinoises ont investi en une seule année plus de 120% de leur PIB. Ça veut dire qu'à un moment donné, et ça pèse 12% du PIB intérieur, quand les États-Unis ont explosé avec 9% au niveau des subprimes. Donc il y a un problème d'instabilité du monde et il y a aujourd'hui, me semble-t-il, une responsabilité absolument énorme qui pèse sur les politiques. Soit on continuera à se déchirer sur nos intérêts, ou soit on arrivera à se transcender sur une cause européenne avec une espérance européenne, avec probablement un agenda qu'il faut engendrer sur le numérique. En France, déjà, on a créé 750 000 emplois numériques et on a perdu 500 000 emplois industriels. Personne n'en parle. Le numérique va complètement faire exploser nos politiques fiscales, nos politiques d'affectation des ressources, nos politiques de la relation au temps, à l'espace. C'est un formidable challenge dans une société en métamorphose. L'Europe peut être cette terre de l'innovation et de la créativité, personne n'en parle. Nous avons besoin d'avoir un gouvernement économique de la zone euro. Ce sont des sujets sur lesquels, au-delà d'une relation importante avec les pays du Sud et de l'Est Méditerranée, sur lesquels nous avons absolument besoin d'un cap de stabilité, l'Égypte a 40% de population avec 2 euros par jour pour vivre, avec un budget qui est déficitaire de 2 milliards d'euros par mois, il est évident que si nous n'avons pas une capacité de marché commun autour de la Méditerranée, nous aurons non seulement des déstabilisations infra-européennes avec des mobilités tout à fait redoutables, mais nous aurons à nos frontières un certain nombre d'instabilités majeures. Voilà ce que je voulais me permettre de vous dire, c'est-à-dire que nous avons la faculté aujourd'hui d'être une puissance, parce que nous mettons en place une synergie de nos différences, ou au contraire, nous pouvons avoir une capacité de fragilisation interne par une espèce de concurrence infra-européenne. Alors, sans plus tarder, je voudrais peut-être demander à M. Delmas, si vous me permettez, Madame la Présidente, qui est notre représentant dans les relations avec les conseils économiques, avec l'affaire européenne, de bien vouloir intervenir, puis peut-être M. Ternoir, qui a rendu aussi un avis sur les relations franco-allemandes. Alors oui, j'ai oublié de dire que nous avons aussi une action avec l'ambassadeur de France en Allemagne et Madame l'ambassadrice allemande en France pour essayer de créer des événements de rencontres entre les entreprises européennes, françaises et les syndicats français européens, parce qu'il y a quelques combats que nous pourrions mener. Nous soutenons le combat des syndicats allemands pour essayer d'harmoniser le SMIC, parce que comme il n'y a pas de SMIC en dehors de l'industrie, nous sommes en train de perdre toute notre valorisation agricole, etc., etc., etc. Voilà les types d'actions que nous sommes en train de mener aussi. Oui, écoutez, merci beaucoup de nous recevoir dans vos locaux. Donc moi, je vais plus développer sur la façon dont le Conseil économique, social et environnemental français travaille sur ces enjeux européens, notamment via le comité de pilotage stratégie Union européenne 2020. Ce comité de pilotage, il a été mis en place notamment à la demande du Conseil européen. Chaque année, le Conseil de printemps, comme on l'appelle au mois de mars, redonne au comité économique social européen mandat
pour travailler avec l'ensemble des conseils économiques et sociaux européens, en sachant qu'au niveau européen, chaque pays a des outils. Pour nous, c'est un conseil économique et social. Dans d'autres, ce sera des organismes similaires. Et dans d'autres, il n'y a d'ailleurs pas de conseil économique et sociaux, comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne d'ailleurs. Donc voilà, à partir de là, la Commission européenne a demandé au Comité européen de jouer un rôle actif sur la mise en réseau de ces conseils économiques et sociaux. Ce comité de pilotage, il a succédé à l'observateur de la stratégie de Lisbonne. Donc on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui, quoi. Il y a toujours eu cette volonté de faire travailler en réseau l'ensemble des conseils économiques et sociaux. Donc d'une part, sa mission, elle est de travailler sur la question du semestre européen et de tenter de les ancrer dans l'activité quotidienne des CESE, de les décliner dans l'activité quotidienne. Donc chaque année, il y a à peu près 5 rencontres au niveau européen, dont 3 avec l'ensemble des comités économiques et sociaux. La dernière était le 6 février, ce qui nous permet donc d'avoir un échange sur les enjeux de la stratégie Union européenne 2020, où en est, quels sont les freins. Participe à ces réunions la Commission européenne, le Parlement européen et donc l'ensemble des conseils. La dernière réunion en date a eu lieu le 6 février. Elle a été très intéressante puisqu'on travaillait sur l'évaluation de la croissance. Très intéressante en l'occurrence parce qu'on a senti parmi l'ensemble des conseils économiques et sociaux des réserves s'exprimer très fortes sur les stratégies en cours, sur les politiques de rigueur, mettant en évidence les contradictions qui pouvaient apparaître entre politique d'austérité et croissance. Et on a eu affaire, comme à chaque fois d'ailleurs, à une Commission européenne des représentants de différentes DG, très droits dans leurs bottes, pourrait-on dire, en disant oui c'est très intéressant, mais enfin bon on ne peut pas faire autrement. Et dans le même mouvement, le Parlement européen disait attendez, ça ne va pas comme ça. Enfin, quelle légitimité avez-vous sur l'évaluation de la croissance? Est-ce que c'est un document politique ou un document technique? Si c'est un document politique, il faut que ça passe devant le Parlement. Enfin, on voyait bien qu'il y avait un débat très fort qui se posait dans cette enceinte. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on parle de recherche, d'appropriation par le plus grand nombre des enjeux européens, ça passe par les représentants des sociétés civiles et après ça passe par les citoyens. Si les représentants des sociétés civiles, notamment les représentants des CESE, en l'occurrence, qui émanent de différents groupes, moi je suis du groupe de la CGT, mais les Allemands, ou plutôt, je ne sais pas quel les Grecs, ça va être les employeurs, etc. Mais quand même, globalement, c'est toujours la même préoccupation qui remonte par rapport aux enjeux. La question de la montée du populisme, elle est venue, la montée des partis d'extrême droite partout en Europe. Donc la volonté de dire attention, la mise en œuvre de politique va déterminer aussi, au travers de ses choix, des réactions, des attentes et des espoirs. Et là, si les premiers représentants de la société civile n'ont pas l'impression d'être entendus, ça va être compliqué pour faire passer le message après, quoi. Et donc là, on sent quand même parfois que c'est un peu compliqué. Donc le 6 février, ça a été assez par exemple, la Commission est intervenue en disant, à un moment donné, grâce à la crise, on a pu faire passer des réformes. Bon, voilà, grâce à la crise, on a pu faire passer des réformes, notamment sur le plan social, etc. Enfin, c'était des argumentations qui étaient un peu limites, quoi. Voilà. Donc, chaque année, le comité stratégique nous pose 4 questions qui sont posées à l'ensemble des conseils économiques et sociaux. Par exemple, cette année, on avait « Comment évaluez-vous l'implication des partenaires sociaux et de la société civile dans la préparation des programmes nationaux de réforme ? Est-ce que cette implication devrait être renforcée et si oui, de quelle façon ? Avez-vous constaté une évolution de cette implication depuis le semestre européen précédent, etc. » Il y a 4 questions qui nous sont posées. Donc chaque conseil va travailler ces questions au sein de son institution. Pour ce qui concerne le Conseil économique, social, environnemental français, nous on a décidé de travailler ça de façon transversale, c'est-à-dire qu'on sollicite l'ensemble des sections sur les problématiques posées. C'est-à-dire que la section des affaires européennes internationales va coordonner
d'activité, mais chaque section va être sollicitée, avec l'idée que chaque section s'empare de ces enjeux, de ces problématiques européennes, de façon plus concrète. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on n'est plus dans. Je vais faire vite pour qu'on se comprenne. Il n'y a plus un club d'experts des questions européennes, mais on élargit le cercle des connaisseurs. Et c'est bien de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et ça fait l'objet après d'un document où chaque conseil économique et social ont fait parvenir leur contribution qui est édité et qui est sur le site du Comité économique et social européen. Je vous le laisserai d'ailleurs. Donc le travail en réseau, il est très important. Ensuite, le Conseil économique et social est consulté notamment sur les questions du projet du programme national de réforme. Alors là, c'est très intéressant, c'est le SGAE donc, qui nous interpelle. Et donc, nous sommes amenés à nous exprimer, là aussi, de façon transversale sur le programme national de réforme. Je vous rappelle que le programme national de réforme, en fait, c'est à partir des recommandations de la Commission qui décline les différentes lignes de la stratégie Union européenne 2020 pour les mettre en œuvre dans les politiques nationales. Donc, à partir de là, la Commission fait des recommandations, le gouvernement répond, et nous sommes sollicités sur ces recommandations et sur les réponses du PNR. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'on travaille de façon transversale avec l'ensemble des sections. Donc voilà un peu comment nous travaillons ces questions-là. Je ne vais pas être plein, mais voilà, c'est des choses concrètes à mettre en œuvre. Le débat qu'on a pu avoir la dernière fois, vraiment dans le cadre du comité de pilotage, d'abord, le fait de travailler en réseau, le fait de travailler avec les différents CESE depuis un certain temps. Il y a des relations de confiance parce que je crois beaucoup à ces relations de confiance au niveau européen, entre institutions, entre représentants, qui permet de pouvoir se lâcher, c'est-à-dire se parler en toute confiance et de pouvoir avoir vraiment des relations qui sont sincères, quoi. Voilà. Après, on n'est pas d'accord, c'est la bataille, etc. Mais voilà. Donc, le travail en réseau transversal, quelque chose de très important. Je terminerai donc le programme national de réforme. On publie chaque année, dans le cadre du journal officiel, la position du Conseil, qui est travaillée par section et coordonnée par la section des affaires européennes internationales. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va laisser quelques instants aussi à votre collègue pour nous présenter des choses, M. Ternoir, pour présenter les choses plus du côté franco-allemand. Oui, Madame la Présidente. Il est apparu effectivement au mois de mars de l'année dernière au Conseil économique, social et environnemental à travers sa section des affaires européennes d'étudier, du fait des grandes manifestations qui étaient prévues pour célébrer le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, la situation de la relation franco-allemande privilégiée depuis 50 ans, et de voir dans quelle mesure elle avait fait avancer l'Europe et dans quelle mesure elle pourrait encore faire avancer l'Europe dans ses principes essentiels. Il est clair que sur le plan de la relation entre les deux pays, le bilan est à l'évidence extrêmement positif. Dois-je rappeler ici, dans cette commission des affaires européennes, la question de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui a échangé 8 millions de jeunes à travers 300 000 manifestations. Dois-je parler d'Arte? Dois-je parler d'Airbus? Dois-je parler des relations entre les deux gouvernements à travers une multitude de réunions à haut niveau et même à un niveau moins important, de l'échange des sociétés civiles, de la connaissance qu'ont les deux peuples maintenant, de la réalité et aussi des différences qui existent entre eux. Et puis alors sur le plan européen, le bilan est tout à fait également considérable puisqu'on peut bien comprendre aujourd'hui qu'il n'y aurait pas pu y avoir de système monétaire européen, il n'y aurait probablement pas eu, ou en tout cas pas aussi rapidement, l'élection au suffrage universel du Parlement européen à partir de 1979, le grand marché, c'est-à-dire par le traité de l'acte unique, le traité de Maastricht avec l'euro, et plus récemment le traité de Lisbonne, qui ont tous ces traités représenté des avancées indiscutables vers plus d'Europe dans l'intérêt voulu des Européens. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Même si dans le passé, les relations entre les chefs d'État et de gouvernement et des deux gouvernements, entre les présidents de la République française et les chanceliers, ont mis du temps souvent à bien fonctionner, on voit bien plus que jamais que s'il n'y a pas une entente étroite entre nos deux gouvernements et particulièrement entre la chancelière allemande et le président français,
toute une série de questions européennes n'avancent pas ou n'avancent pas comme on pourrait souhaiter normalement qu'elles avancent. Donc nous avons fait un certain nombre de suggestions en considérant qu'il appartenait de façon presque exemplaire à nos deux gouvernements d'aller au-delà de ce qui existe et de ne pas avoir la crainte de déplaire aux autres États membres qui pourraient craindre qu'une entente trop particulière entre les deux États, France et Allemagne, puisse nuire au bon fonctionnement de l'ensemble. Et nous le voyons d'ailleurs depuis ces derniers mois, de façon concrète, au mois de juin et au mois de décembre, à travers des conseils que vous savez, il y a eu des avancées indiscutables. Et on voit bien en ce moment, à la suite de la réunion budgétaire de la semaine dernière, qu'il y a pour le moins de vives interrogations qui sont d'ailleurs relayées par le Parlement européen et qui créent lui-même une incertitude sur le résultat de la programmation budgétaire pour les années à venir. Donc, le Conseil économique, social et environnemental a fait l'examen suivant. Il appartient aujourd'hui, de façon probablement indispensable, de se tourner vers les citoyens européens, vers les sociétés civiles, de tenter de les amener à se réapproprier l'idée européenne que beaucoup auront abandonné. Ça se traduit par ce qui a été déjà signalé ici tout à l'heure, par certaines formes de rejet politique particulièrement préoccupant et de réinvestir dans la jeunesse européenne. J'ai des souvenirs de jeunesse en la matière assez vifs où, dans l'ensemble et de façon assez majoritaire dans notre pays, mais dans les autres pays européens, en particulier en Allemagne, il y avait un intérêt pour l'Europe, où il y avait un objectif pour l'Europe, il y avait un horizon européen, il y avait une mobilisation pour l'Europe. On sentait que c'était une nouveauté qui succédait à des décennies de conflits entre nos deux pays, la France et l'Allemagne, et entre les Européens, et que cette construction était une ambition mobilisatrice. Aujourd'hui, au-delà des avantages que peuvent apporter Erasmus, l'abolition des frontières, les échanges entre les jeunes, etc., de toutes sortes, la mobilisation sur la cause européenne s'est très largement estompée et même a souvent disparu. Le président de voix tout à l'heure signalait les réactions qui peuvent exister en Espagne et en Grèce, mais nous le voyons bien en France et dans bien d'autres pays, sans parler de l'exemple, si tant est que ce soit un exemple, de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Donc on a un besoin absolument indispensable, à moins de se laisser aller, avec tous les risques que ça peut impliquer sur le plan politique et sur le plan social, de convaincre la société européenne, les sociétés européennes, et la nôtre en particulier, qu'il n'y a pas d'autre objectif envisageable, crédible et réaliste, et qui apporte des solutions sur le plan économique et social, que de s'engager vers une Europe puissance, une Europe indépendante, une Europe solidaire et, sous certains angles, indispensable probablement, une Europe souveraine, c'est-à-dire avec des transferts nouveaux de compétences à l'Europe, et cela à travers ce qui est indispensable, un examen, je dirais même un chantier, entre la France et l'Allemagne, sans lesquels, l'expérience l'a montré, l'Europe n'est pas possible. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à mes collègues, mais je vais vous relancer d'un mot quand même. C'est ce que vous venez de dire en dernier, Monsieur Ternoir. Effectivement, l'Europe est à la recherche de sens à nouveau. Et de ce point de vue-là, on voit bien que le sens ne peut être retrouvé que si il y a une logique d'abandon d'une certaine souveraineté nationale. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être effectivement à se questionner, à nous questionner, nous, sur ce qui se passe dans ce domaine-là et les résistances de la France. Nous le disions à l'instant avec Jean-Paul Delevoye en aparté, et je suis désolée, comme c'est moi qui suis l'écologiste, je vais vous le dire, quel est le seul leader européen aujourd'hui qu'on connaisse en France? C'est Danny Cohn-Bendit. Voilà. Oui, donc voilà. Alors, moi, je ne suis pas contre, bien entendu, mais voilà, ça pose d'autres questions.
Oh, il est très connu en Allemagne, il est très connu en Italie, il est connu en Grèce, il est connu dans les pays de l'Est. Ça, je peux te le dire. C'est encore celui, il est plus connu que l'actuel président du Parlement européen, que Martin Schulz. Donc, voilà. Et en tout cas, comme nous nous interrogeons en France, moi, je me permets de faire cette petite remarque. Alors, cela dit, j'ai été trop bavarde. Je vais passer la parole à Joachim Pueyo. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, moi j'étais très intéressé par votre intervention. Vous avez indiqué effectivement que la crise économique que l'Union européenne traverse est, comme vous l'indiquez dans votre rapport d'ailleurs, révélateur d'une profonde crise institutionnelle et démocratique qui requiert, à mon sens, également un renforcement des solidarités, également des coopérations à tous les niveaux de la société. Alors, il s'agit donc peut-être de se diriger vers un approfondissement de la dimension politique et démocratique de l'Union européenne afin peut-être de restaurer une confiance qui est quand même mise à mal. Et pourtant, nous avons quand même des atouts qu'il faut constamment mettre en valeur. Je pense aux droits humains. L'Union européenne, c'est quand même le continent, en quelque sorte, tous les pays où les droits de l'homme sont les mieux respectés au monde. Et on ne le dit pas suffisamment. C'est quand même un espace de paix. Également, on oublie également de le dire. C'est une liberté de circulation qui permet d'ailleurs à des hommes et des femmes de pouvoir s'installer dans l'Union européenne et avec des volets comme au niveau des étudiants, avec la politique en faveur des étudiants, je pense à Erasmus. Mais je voudrais vous poser une question parce que lorsque Madame la Présidente parle de souveraineté, c'est-à-dire il faudrait peut-être qu'on redonne un peu plus de souveraineté à l'Union européenne au détriment des souverainetés nationales. J'ai un exemple, la défense, qui est un très bon exemple, puisque le traité de Lisbonne avait quand même mis en place des outils, je pense aux coopérations structurées permanentes, l'Agence européenne de défense renforcée pour développer les coopérations industrielles, Eurocorps, qui faisait un peu suite à une espérance autour de la brigade franco-allemande. Et pourtant, on n'a pas beaucoup évolué sur cette dimension. On l'a vu avec le Mali, où même si actuellement, effectivement, les pays ont réagi positivement, mais dès le départ, on aurait pu, pourquoi pas, imaginer que ce soit l'Europe de la défense qui intervienne pour défendre notre sécurité. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mobiliser les États européens sur l'Europe de la défense, d'autant plus que les Américains s'orientent plutôt vers les pays de l'Asie et qu'on verra dans quelques années peut-être moins d'attention des États-Unis sur l'Europe, même si l'OTAN, bien sûr, joue un rôle important. Donc c'est une question que je voulais vous poser. Que pensez-vous du processus de l'Europe de la défense? Faut-il continuer à y travailler, renforcer? Et c'est vrai que sur cette question, il y a des questions de souveraineté qui se posent. Voilà la question que je voulais vous poser, Monsieur le Président et Messieurs les rapporteurs. Merci. Philippe Armand-Martin. Oui, merci Madame la Présidente. Tout est après. Monsieur le Président, Messieurs les membres, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. J'avais juste deux petites questions à vous poser. Monsieur le Président, vous avez fait allusion à une jeunesse qui vote contre le traité européen. Et puis, par là même, vous avez fait part aussi d'une Union européenne qui souffre d'un déficit démocratique assez sérieux, puisque vous avez fait savoir qu'il faudrait faire rentrer 50 millions d'étrangers. Donc, ce qui veut dire que c'est une Europe vieillissante. Donc, pour l'acceptation des traités, on peut s'en féliciter, puisqu'il y aura de moins en moins de jeunes, ce sera plus des personnes âgées, si je puis dire. Donc, qui aura peut-être plus tendance à apprécier l'Europe ou ce qui se fait en Europe. Alors, je voulais justement vous poser une question sur ce sujet. Entre la France et l'Allemagne, on a eu souvent été à l'initiative, justement, de projets communs, que ce soit en matière économique, sociale ou autre, pour faire évoluer l'Union européenne. Alors, pouvez-vous nous indiquer si des initiatives franco-allemandes sont actuellement envisagées pour rapprocher l'Union européenne de ses citoyens? Et une deuxième question qui s'adresse plus à Monsieur le rapporteur, peut-être, vous avez abordé un petit peu le dossier, c'est encore au sujet de la France et de l'Allemagne. Le développement et le renforcement de la politique de l'Union européenne ne peut se faire qu'au prix de son approfondissement politique
et notamment avec des transferts de souveraineté, vous avez fait allusion, acceptés de la part des États nationaux. Alors pouvez-vous nous dire les convergences et les divergences à ce sujet de la France et de l'Allemagne sur ce dossier? Je vous remercie. Merci. André Schneider. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous êtes un homme politique enthousiaste. Je partage tout à fait, j'apprécie votre credo sur les capacités de l'Europe. Aussi, ma question est simple. Mon collègue tout à l'heure l'a déjà abordé un petit peu. Que faudrait-il faire et comment pour stopper, je vous cite, l'Europe de la défense des intérêts, un peu morose, et mettre en œuvre l'Europe promotrice d'une véritable cause européenne? Je vous cite toujours. Enfin, ma question subsidiaire s'adresse plutôt au médiateur que vous étiez. Que pensez-vous de l'éventuelle création d'un poste de médiateur européen, mais doté de moyens et donc de pouvoirs importants pour arriver à la mise en œuvre de cette Europe politique dont mon collègue parlait à l'instant? Merci. Jérôme Lambert. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président, je vous ai écouté comme souvent dans toutes les circonstances qui me sont permises, avec une certaine délectation. Disons que je partage vraiment en grande largeur et même dans les détails beaucoup de points que vous avez pu évoquer. Je voudrais simplement vous demander si vous avez un regard comparatif entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne un sujet qui a été évoqué, y compris il y a quelques minutes par un de mes collègues, c'est le déficit démocratique de l'Union européenne. Moi, j'ai le sentiment, peut-être je ne suis pas le seul, mais j'ai le sentiment que ce déficit démocratique, en partie, peut être le fait de l'absence totale, osons le dire, de relations entre les parlementaires européens et les citoyens européens, chez nous, en France. Mais je voudrais savoir justement si en Allemagne, ce sentiment est partagé. Alors, j'ai bien entendu Daniel Roy qui nous dit, oui, il y en a bien un qui sort du lot. mais enfin, il sort du lot parce qu'on le voit beaucoup à la télévision, si vous voulez. Voilà, et française, je ne sais pas ailleurs. C'est pour ça que je me demandais si le sentiment que Daniel Roy indiquait par rapport à Daniel Cohn-Bendit, c'était vraiment un sentiment européen ou franco-français, quoi. Bon, mais à part cet homme estimable que l'on connaît, qui fait parler de lui, qui peut dire quels sont les 72, 17, je ne sais plus, 14, pardon, oui. J'étais entre les deux, 72, 77, paf. Autres députés européens. D'ailleurs, Cohn-Bendit est député européen allemand, je crois, aujourd'hui. Non. Oui, mais aujourd'hui, il est allemand. Voilà, mais là, aujourd'hui, là, il est français en ce moment. Bon, bah, très bien. Donc, je voulais savoir est-ce que ce débat, à votre sens, est un peu légitime ou pas du tout, et est-ce qu'il est porté aussi bien en France qu'en Allemagne, ou moi j'ai une vue de l'esprit qui est pas du tout la vôtre et qui est partagée nulle part. Merci William Dumas, puis je crois que Philippe Martin veut rajouter une petite Merci Madame la chose. Présidente, Monsieur le Président et Messieurs les rapporteurs. Je crois que on vous écoute toujours, Président, avec un grand plaisir. Moi, je vous ai connu comme médiateur. C'est toujours avec plaisir qu'on vous écoute. Et je vois que vous avez cette fibre sociale qui manque souvent à certains. Et je pense que vous avez complètement raison en ce qui concerne la responsabilité des politiques. Parce que, comme vous le dites, je crois que aujourd'hui, quand on parle, et je vois dans nos circonscriptions, quand on parle avec nos concitoyens, qu'est-ce que c'est qui revient le plus souvent? Quelque chose ne marche pas, c'est la faute de l'Europe. Donc on voit plus souvent dans l'Europe un problème qu'une solution, alors que moi je le vois dans le milieu agricole que je côtoie souvent. L'Europe les a sauvés. S'il n'y avait pas eu l'Europe, le milieu agricole, il y a longtemps qu'il serait mort. Mais pour arriver à leur faire comprendre ces choses-là, c'est vraiment difficile. Et c'est dans ces milieux-là, tout au moins chez nous,
qu'on voit une montée du populisme importante, notamment chez les jeunes, parce que vous avez parlé d'espoir aujourd'hui. S'il n'y a pas un peu d'espérance, si l'Europe ne donne pas l'espérance, si nous, les politiques, on n'envoie pas un message d'espoir, nos jeunes sont complètement à la ramasse, chômage, fortement diplômés, ils sont tous au chômage, donc je crois que, vous l'avez dit aussi, les différents systèmes ont tous échoué. Donc peut-être il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on y travaille sérieusement. Et aujourd'hui, on le voit en Europe, au lieu de parler de relance, on parle de gestion, de comptabilité. Il faut serrer au maximum. Et quand on voit dans l'état où on a mis des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, moi je le vois, je connais des amis portugais qui sont venus chez nous depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, quand ils vont au Portugal, tout le monde veut venir travailler, ou en Espagne, ou en France, ou en Allemagne, ils n'ont plus de boulot. Donc c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Et moi, ce qui me choque, enfin, ou qui m'interpelle, c'est que au dernier Conseil, le rapprochement Merkel-Cameron, pour moi, c'est où chacun a voulu sauver son petit chèque, a fait sa petite cuisine personnelle. Et là aussi, je crois que c'est un mauvais signe qu'on envoie à nos opinions. En baissant le budget, je pense à la baisse importante, notamment du budget qui permet de lutter contre la pauvreté. Au lieu de l'augmenter, on l'a baissé, et on l'a baissé drastiquement. Je pense que ça va poser beaucoup de problèmes à nos associations en France, les Restos du Cœur et tout, mais dans l'Europe. Donc je pense que c'est tous ces problèmes qui font qu'effectivement, aux prochaines élections, je suis comme vous, j'ai peur qu'aux prochaines élections européennes, on ait une surprise désagréable sur tous les bancs qui vont de droite à gauche, où on va voir une montée du populisme important. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des gens dans chaque parti qui prendront conscience qu'il faut arrêter de... alors on peut faire de la politique et des joutes orales, tout ce qu'on veut, mais je pense qu'à un moment, on est à un tournant de l'Europe, et vous l'avez bien dit, ça me fait plaisir. Et ce tournant, il ne faudra pas le manquer, on le voit, on a reçu des personnes parler, tout à l'heure mon collègue a parlé de l'Europe de la défense. On voit bien que l'Europe de la défense, elle est embryonnaire, mais elle est inexistante. On le voit aujourd'hui avec le conflit au Mali. Bon, nos collègues européens viennent, mais enfin, ils ne se bousculent pas pour venir. Hein. Pour le moment, on est les seuls là-bas. Donc, moi, ce que je voudrais vous demander, parce que je pense que vous avez parlé des contacts que vous entreteniez, vous, avec les différents syndicats européens. Je pense que c'est important. Et je suis persuadé, et si vous voulez avoir votre avis, que vous avez un rôle important aussi à jouer dans une certaine harmonisation des politiques, qu'elles soient sociales et politiques du travail. Je pense que c'est peut-être plus facilement avec des organismes comme le vôtre, qui vont discuter avec les autres syndicats, qu'on arrivera à faire évoluer les choses, plutôt qu'avec un affrontement entre les politiques de quel pays qu'elles soient. Merci. Pour une toute petite question complémentaire. Oui, donc, merci Madame la Présidente, c'est très gentil à vous. Simplement concernant la célébration du centenaire du premier conflit mondial, Monsieur le Président, qui aura lieu l'année prochaine. Moi je suis concerné puisque mon département, la Marne, et ma circonscription, notamment Dormans, où on avait arrêté les Allemands à cette époque-là. Donc on peut considérer aujourd'hui que l'amitié franco-allemande, c'est une réalité. Hein. Afin de renforcer nos liens avec le peuple allemand, pouvez-vous nous dire s'il est prévu, nous indiquer, c'est nos intentions de la France, d'associer les autorités allemandes à cette commémoration l'année prochaine? Voilà, et bien, toute une série de réponses assurées. Merci à vous. Je laisserai évidemment M. Ternoir répondre aux questions un peu techniques sur l'aspect allemand. Moi, je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions au fait qu'aujourd'hui, on est tous en train de voir ce que, en construisant l'Europe, nous allons perdre au niveau de nos nations. Et je me pose la question de savoir si nous ne devrions pas avoir quelle est la formidable réponse que l'Europe peut apporter par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quand on regarde très clairement sur les 50 années qui viennent, quels sont les moteurs de croissance mondiale, ils sont durablement faibles en Europe, de l'ordre de 1 à 2 points. Ils sont à 10 points en Chine, en Inde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. C'est-à-dire que les locomotives de l'économie mondiale
ne sont plus infra-européennes. Quand on regarde le rapport de force entre le nombre d'ingénieurs formés aux États-Unis, le nombre de chercheurs aux États-Unis et en Chine, c'est 50% des chercheurs mondiaux. Quand on regarde le nombre de brevets, quand on regarde ce qui se passe dans chaque pays français, nous sommes extrêmement faibles. Quand on ramène cela à l'échelon européen, extrêmement fort. Et donc, personne n'a valorisé la réussite de M. Barnier d'avoir réussi à mettre en place un brevet européen, qui est enfin aujourd'hui un moyen de stabiliser complètement notre potentiel de recherche. Et donc, je pense qu'il faut que nous regardions si nous ne devrions pas avoir une autre, au revoir Madame la Présidente, une autre expression politique pour l'Europe, non pas comme une contrainte, mais comme une espérance et une réponse nécessaire par rapport à l'économie du monde. Je regardais un tableau que j'avais ramené d'ailleurs. En 2050, la Chine, qui pèse actuellement 10% du PIB mondial, va peser 33%, un tiers. Le Japon, 8, va rester à 5. Les États-Unis vont passer de 23 à 10. L'Europe va passer de 25 à 12. C'est-à-dire que nous voyons bien que nous allons avoir une relativité nouvelle sur le plan du poids économique. Si nous ne renforçons pas celle-là par un poids politique, nous risquons d'avoir une double facture à payer. Et c'est un élément dont on ne prend pas en suffisance. Troisième élément, quand vous regardez les évolutions européennes, infra-européennes, vous avez aujourd'hui deux Europes. L'une bâtie autour de l'Allemagne, construite sur l'industrie, qui a un taux de croissance largement supérieur à celle de l'Europe du Sud, construite autour de la France et des services. L'Europe du Nord, autour de l'Allemagne, c'est 1800 milliards d'excédents. L'Europe du Sud, autour de la France, c'est 1500 milliards de dettes. Est-ce que l'Europe du Nord sera capable de payer pour l'Europe du Sud? Or, si nous n'avons pas une réflexion, la fracture infra-européenne est en train d'écarter le continent sud du continent nord. Et nous sommes en train d'alimenter par la zone euro l'augmentation de ces différences. Troisième élément, au sein même de la zone euro. Et je ne souhaite pas son retour, au contraire, je mets en avant la validité du zone euro. À partir du moment où on a empêché les États d'avoir des dévaluations pour rattraper leur déficit de compétitivité, eh bien, on est aujourd'hui en train de faire des dévaluations sociales pour essayer de rattraper les écarts de compétitivité. Et on voit bien que, paradoxalement, ce qui était dû être une formidable réussite collective est en train d'être payé par celles et ceux qui sont les plus pauvres. Et enfin, nous voyons bien que si je prends par exemple la problématique de l'automobile, c'est un avis qu'on a rendu il y a relativement peu de temps, les Chinois sont passés en 10 ans de 600 000 véhicules à 14 millions sur un marché en émergence. Nous sommes sur un marché de renouvellement. Volkswagen va investir 10 milliards d'euros, Renault 2,5, Peugeot 2,5, c'est-à-dire pas du tout dans la même cour. Y a-t-il moyen de faire une politique industrielle de l'automobile européenne? Personne n'en parle. On voit bien que sur la problématique de l'énergie, Mme Merkel a pris une décision de rupture avec le nucléaire sans concerter ses collègues et aujourd'hui est en train de sécuriser son parc industriel car elle s'est rendue compte que l'augmentation du prix de l'énergie risque de se fragiliser sur l'industrie. Or, l'on voit bien que ce que vous évoquez sur le basculement géopolitique, nous avons un basculement absolument incroyable où les États-Unis sont passés d'une énergie rare et chère à une énergie abondante et bon marché. En déplaçant complètement leur centre d'intérêt géopolitique et en déplaçant leurs forces militaires sur l'Asie, posant d'ailleurs la question à la Chine qui va sécuriser le détroit d'Ormuz, et avec une incapacité pour l'Europe de se retrouver seule capable d'assurer sa défense si elle n'a pas effectivement une réflexion, pas uniquement sur une politique de défense, pas uniquement sur une politique industrielle de défense, mais sur une diplomatie. Je le dis un peu hors micro. Lorsque la France a décidé de stopper l'avancée des Touaregs islamistes au Mali, nos collègues européens du Nord nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous êtes encore allés vous nous embarquer, nous les Européens, dans cette aventure? Vous ne pourriez pas rester un peu plus calmes, vous les Français ?» Nos collègues allemands nous ont dit « Attendez, on est en échéance électorale, on ne va pas, etc., etc. » Donc on s'est rendu compte qu'en réalité, ce qui paraissait être une formidable capacité pour l'Europe de lutter contre une forme de terrorisme qui concernait, parce qu'il a fallu qu'il y ait des problèmes américains pour que les Américains soutiennent, et on s'aperçoit que c'est toujours des sensibilités et une incapacité que nous avons d'avoir une diplomatie de caractère européen. La preuve, c'est que même encore là aussi, c'est hors micro, quand il a fallu aller chercher le prix Nobel de la paix, il y a eu des discussions sans nom entre les trois commissaires pour savoir celui qui allait parler. Bon. Donc on en est là à un phénomène absolument incroyable.
Et je crois qu'il faut que nous réfléchissions pour savoir de qui doter la personnalisation d'une politique européenne. Est-ce qu'il ne faut pas fusionner le président du Conseil et le président, j'en sais rien. Il y a un sujet. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas qui fait quoi, c'est un peu comme dans une collectivité locale. S'il y a un maire bien identifié, c'est parfait, quelles que soient les délégations. Tandis que là, on a l'impression d'avoir une dispersion du pouvoir. On a l'impression d'avoir une espèce d'opacité sur la formation de la décision politique, ce qui fait que nous-mêmes avons du mal à nous y retrouver. Comment imaginer un seul instant que le citoyen puisse s'y retrouver? Et en démocratie, ce qui est important, ce n'est pas les mécanismes, ce sont les valeurs. Or, très souvent, nous ne parlons plus des valeurs. Nous parlons des mécanismes. C'est le Parlement, c'est la Commission, c'est la DG. Bon. Il faudrait que nous retrouvions ce souffle politique. Effectivement, si le monde est instable, aujourd'hui, tout peut arriver, même le pire. Et personne ne sait ce qui va se passer si Israël attaque l'Iran, si demain nous avons des problèmes de précarité, de pauvreté dans le printemps arabe, si aujourd'hui, ce que vous disiez d'ailleurs, moi mes collègues du CESE grec m'ont dit, mais le ministre de la Santé grec, il réunit ses directeurs d'hôpitaux, il dit j'ai que 10% à vous donner de budget, on fait quoi? Et certains Grecs disent, est-ce qu'il y a un tourisme, une économie de la santé pour venir me soigner en France? Et on est aujourd'hui dans des hôpitaux qui n'ont plus de médicaments. Enfin, on a la même chose au Portugal, chose en Espagne, donc on a à un moment donné des expressions qui vont être extrêmement préoccupantes parce que derrière, à chaque fois que l'économie réelle recule, c'est l'économie souterraine et c'est les systèmes de mafia qui prennent la part. Donc aujourd'hui, l'incapacité que nous avons d'offrir emploi, etc., est en train de créer une déstabilisation infra-européenne. Donc c'est quelque chose qui me perturbe le plus. Et lorsque je dis qu'il faut développer la solidarité infra-européenne au niveau de la zone euro et développer des politiques communes, c'est la mise en commun d'intérêts communs pour des politiques communes et c'est la perte de souveraineté pour éventuellement un gouvernement monétaire. Mais de grâce, ne mettons pas un gouvernement monétaire s'il n'y a pas des objectifs politiques. Car on est en train de gérer une monnaie et pas gérer une politique dont la monnaie a pour vocation, etc. J'en veux pour preuve qu'on a dit ralentissement de la croissance dans l'Union à 27. Baisse de la consommation des ménages. Faux, c'est que 5%. Baisse de l'investissement collectif. Faux. 450 milliards d'épargne privée s'est retiré du marché. 450 milliards d'épargne privée. Donc il ne manque absolument pas de capitaux disponibles pour financer les politiques. Il manque simplement de confiance. Et aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver un capitalisme européen de financement à moyen et long terme pour les entreprises. Nos entreprises souffrent de quoi? D'une sous-capitalisation, d'une absence de travailleurs formés et d'une fragilité dans les recherches et développement. La dimension européenne peut relever de façon extraordinairement rapide ces trois défis. La Banque européenne peut demain remobiliser des capitaux de façon absolument incroyable, en mettant des rotations lentes pour financer les problèmes d'infrastructure. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen d'avoir une ambition européenne, une politique européenne avec effectivement une adhésion des États plutôt qu'un frein au niveau des États. Lorsque M. Martin parlait de 14, alors je ne connais pas la volonté qu'a la France avec l'Allemagne, mais à l'évidence aujourd'hui on s'aperçoit que c'est une difficulté d'ailleurs pour nous et je n'ai pas la réponse. On est tous en train de dire, et vous avez raison, l'Europe est un formidable espace de paix. Mais pour nos jeunes générations, eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas tellement de savoir si on a eu la guerre ou la paix, c'est est-ce que je vais avoir un boulot. Donc est-ce qu'on n'est pas en train, et je le dis de façon non polémique, j'essaie de me poser la question. C'est évident que nous, on est tous en résonance par rapport à la paix parce qu'on sait ce que ça veut dire la guerre. Mais quand vous discutez avec les jeunes aujourd'hui, quel est le premier mot qu'ils vous disent? Moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de la crise. Ça fait 30 ans que j'entends parler de la crise. Ils ne sont jamais entendus parler de la guerre. Et ils disent, mais est-ce qu'un jour vous allez pouvoir nous apporter quelque chose de prometteur pour mon avenir, etc. Donc je crois qu'il faut qu'on cultive cette Europe de la paix, mais qu'on cultive aussi l'Europe d'une espérance nouvelle. Et ça, c'est un sujet avec un modèle de société. C'est la première fois dans l'histoire, depuis la guerre 1945, qu'il y a un décrochage entre la performance économique et la performance sociétale. C'est la première fois. Et nos amis asiatiques et nos amis musulmans nous disent, mais vous nous aviez dit que le bonheur, c'était la démocratie occidentale, l'économie occidentale, la culture occidentale, le bien-être occidental. Quand on regarde ce qui se passe, l'Afghanistan, pas terrible, l'économie américaine, c'est les étudiants qui sont les plus endettés, ça nous pose bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous retrouvions cette relation entre performance économique et performance sociétale. Le médiateur européen, c'est M. Diamandouros. Je crois que c'est une relation entre l'autorité et les citoyens. Donc c'est vrai que c'est un sujet. La médiation, en tout cas,
la médiation est un fait de société majeur. La médiation est une attente nouvelle d'une relation entre celui qui subit l'autorité et celui qui l'exerce, pas uniquement d'ailleurs au niveau Europe. Voilà ce que je voulais dire. Il y a des tas de pistes, regardez aujourd'hui, puisque la présidente était plutôt d'une sensibilité environnementaliste. L'étude de McKinsey et d'Hélène MacArthur sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est 500 milliards de potentiel de croissance et c'est des dizaines de milliers de créations d'emplois sur un nouveau modèle économique. Ça, c'est un sujet sur lequel on peut y réfléchir. L'économie numérique aussi. Et cette Europe peut être un modèle économique mondial tout à fait nouveau. Voilà ce que je voulais dire, pardonnez-moi. J'ai été un peu trop long. Mais M. Delmas ou M. Ternois, peut-être. M. Ternois. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Déficit démocratique à l'évidence, méconnaissance de la réalité européenne par nos compatriotes, c'est une évidence. On évoquait le nom des parlementaires européens. C'est un texte que j'utilise souvent dans mes réunions, n'est-ce pas? Connaissez-vous, donnez-moi 10 parlementaires européens sur 74. En général, on en sort 1, 2, 3 chez les gens extrêmement compétents. Nous avons parlé aussi de... Mais ça, le Parlement, et je crois que vous allez y travailler avec le rapport de M. Carrèche, si vous l'avez déjà fait, sur l'association des parlements nationaux au Parlement européen sur le projet budgétaire. Là, je crois que là, vous avez un chantier extrêmement intéressant parce que c'est en partie par l'intervention des parlements nationaux que nos concitoyens pourront se réapproprier, ce dont je parlais tout à l'heure, avoir une nouvelle visibilité de la réalité européenne qui les concerne directement. Parce que l'affaire de l'Europe, ce n'est pas celle de Bruxelles, c'est la leur. L'Europe, c'est nous tous. Il ne faut pas séparer les citoyens français, les citoyens allemands de l'Europe. L'Europe, c'est notre affaire. Et ça, à travers les parlements nationaux, je pense qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, si on ose, mais pour l'instant on n'en est pas encore là, apporter une projection sur les futures institutions européennes, il est évident qu'il faudra envisager l'association des parlements nationaux, peut-être sous la forme où ça existait autrefois, jusqu'en 79. L'Assemblée nationale, le Sénat, en France, désignait un certain nombre de délégués au Parlement européen avant que ce soit l'élection de suffrage universel. Je le sais d'autant plus que je fus de cela à cette époque, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un bon moyen de créer ce lien. Et puis il y a bien d'autres chantiers. Nous allons effectivement l'année prochaine avoir 100 ans après 1914. 100 ans aujourd'hui, avec la durée de vie de beaucoup de nos concitoyens, ça ne paraît pas si long. Et pourtant, si nous regardons ce qui s'est passé en 100 ans, c'est colossal, n'est-ce pas? Le monde s'est transformé plusieurs fois, et notamment l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe est dépassée par le reste du monde dans bien des aspects. Et donc là, il y a un défi européen et il y a même une aventure. C'est à ce type d'aventure, je crois, qu'on devrait intéresser la jeunesse. Parce que sinon, quel est le projet politique? Alors, son projet individuel, qui est bien entendu essentiel, important, le projet du boulot dont parlait le président Delevoye, qui est malheureusement extrêmement ardu, mais il peut y avoir aussi un projet collectif. Et je ne vois pas d'autre projet collectif pour les Européens, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, qu'une Europe nouvelle, une Europe effectivement plus souveraine, à l'évidence plus sociale, puisque le social n'est pas sa priorité, hélas, et qui pourra intéresser les jeunes. Car s'ils ne sont pas les acteurs de l'Europe que nous préconisons, alors il n'y aura pas d'Europe. Oui, juste un mot. Moi, je crois que la question, M. Ternoir l'a pointé, la dimension, la question sociale, elle frappe à la porte de plus en plus fort, y compris dans l'ensemble des pays européens. Et lorsqu'on travaille, on a travaillé, nous, dernièrement au Conseil, on a travaillé sur le G20, on a travaillé sur Durban, on a travaillé sur le Rio +20. Le G20, c'était la dimension sociale de la mondialisation. À chaque fois, revient ces questionnements-là. Face aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés, les enjeux qui sont posés pour les années à venir, environnementaux, économiques, sociaux, on a besoin de rééquilibrer ces paradigmes-là. Ce que disait tout à l'heure le Président, c'est-à-dire la question, alors à chaque fois qu'on pose ça, cette question-là, y compris dans nos sections, la question d'un nouveau modèle économique est posée. Lequel sera-t-il? Nous n'en savons rien. Il va construire et inventer. Mais est-ce que ça, c'est pas justement
faire vibrer, donner de l'espoir, inventer un nouveau modèle qui réponde aux besoins des femmes et des hommes au niveau européen comme au niveau mondial. C'est à ces enjeux-là auxquels on est confronté et je crois que les élus, les politiques ont un rôle déterminant à jouer, y compris dans la période à venir, parce que ce que nous disait sur la montée des populismes, etc., c'est une réalité. Faisons vibrer les gens et donner de l'espoir en les écoutant. La question, c'est pas qu'ils s'approprient les politiques européennes, c'est qu'ils en deviennent co-élaborateurs. On est encore sur une démarche qui va plus loin. Voilà, merci. C'est nous qui vous remercions de toutes vos contributions, Monsieur le Président, messieurs. Vraiment, ça a été un moment que je trouve très intéressant, comme nous en avons parfois, et souvent avec vous en tout cas.